Moi, j'étais un petit gars de la campagne, dans Picardie. Donc, mon père était agriculteur et j'habitais en pleine Cambrousse, dans un village qui s'appelle Aulnon. Et ben non, mais j'étais pas forcément un gros déconneur, mais il y avait déjà ce phénomène de bande avec des copains du village, etc. On faisait des espèces d'aventures marrantes, quoi. Enfin, j'étais quand même déjà un peu comme ça, quoi. Puis très vite, j'ai fait mon premier journal de collège, de lycée, etc., etc. Bah, c'est vrai que j'avais déjà un peu ça dans le sang. Je me suis très vite rendu compte que j'étais pas fait ni pour être agriculteur, ni ouvrier, ni rien. Enfin, je ratais chaque expérience professionnelle que je faisais, mais par contre, ça, je me disais, s'il y a des gens qui sont capables d'écrire des choses pareilles dans des journaux pareils, ça veut dire que c'est peut-être jouable. J'ai commencé d'abord en étant engagé comme pigiste de ce qui s'appelait à l'époque les arènes de l'info. Et puis je me suis retrouvé un peu en conflit avec l'équipe de base et je trouvais que c'était pas bien. Et donc j'ai voulu m'affranchir de ça, d'abord en faisant le pilote de Groland, qui a été refusé. Donc j'étais un peu dans l'impasse, mais De Greef notre directeur des programmes ayant apprécié quand même le pilote tout en disant que c'était impossible de le mettre à l'antenne à ce moment-là, il m'avait repéré et puis il m'a demandé de concevoir une autre version des Guignols. Donc on s'est retrouvé un peu il y a eu une espèce de bataille de contenu. Hein. Donc j'ai pensé à ce qui est devenu les Guignols de l'info, enfin un nouveau titre, une nouvelle façon d'amener l'information dans des petites lucarnes au début, un invité, etc. Un vrai faux JT, quoi. Ce qui fait certainement notre force, c'est de toujours être sur la brèche pour être innovant, pour trouver de nouvelles idées. Un gag, c'est avant tout de la surprise. Ça doit jouer sur la surprise. Et tout à coup, il y a une situation X, on tire le tapis et on se marre, quoi. Et ça, c'est des vrais... On essaye d'éviter les jeux de mots, par exemple. On n'en fait quasiment jamais. Les jeux de mots, c'est une facilité. Mais là, on ne peut pas. On n'a pas cette facilité du jeu de mots. On se l'est interdit depuis le début. Donc maintenant, ça ne peut plus être que des situations visuelles, des choses, des drames au quotidien qu'on arrive à renverser, quoi. Et ça suppose une forme d'inspiration. Et je pense que c'est parce qu'on est plusieurs auteurs et que, l'air de rien, Canal a compris ça, de pouvoir payer des gens pour penser à ça toute la journée, quoi, et pas au coup par coup, en fait. Nous rejoignons tout de suite Michael Cull en direct de la Cité des Papes. Michael, on vous écoute. Et non, hein, Jules Edouard, non, je suis en Belgique, où un évêque a encore trempé son sexe dans l'anus d'un enfant, sans que cela suscite la moindre manifestation des fidèles. C'est pas une histoire de liberté, il n'y a pas de sujets qui sont tabous, mais si, c'est-à-dire que plus le sujet est tabou, plus il faut que la blague soit réussie, parce que quand c'est raté, on se retrouve... au pire, au mieux avec la honte et au pire avec un procès, quoi. C'est vrai. C'est déjà arrivé, hein, d'ailleurs. Donc, et quand on se retrouve dans un procès, on relit devant la cour le gag en question. Donc s'il est bon, on s'en fout. À la limite, même si on est condamné, on s'en fout. Mais s'il est mauvais, tout d'un coup, on a carrément la honte, quoi. Je me souviens, mais ça c'était avec les Guignols, avoir eu un procès vraiment. Parce que j'avais mêlé toutes les croix qui existent depuis le début de l'humanité, mais en y mêlant aussi la croix gammée, donc il y a eu un petit souci. Mais... Et donc c'était à chaque fois Alain de Greef qui se retrouvait au tribunal en disant « Ben oui, en fait, c'est de l'humour. » Enfin bon, bref. Mais parfois, ça a du mal à passer quand même. Je suis pas du tout comédien, même aujourd'hui, je me considère pas du tout comme comédien. Moi, c'est vraiment l'écriture, mais même au cinéma, j'ai tourné dans quelques films, mais je suis pas assez à l'aise pour être un vrai bon comédien. Michael Cull, du coup, c'est justement, quand on a fait ce pilote, il fallait un journaliste, et à un moment, il fallait trouver un nom pour ce journaliste, et Moustique avait trouvé une idée à la con, il faut bien le dire, il voulait que je m'appelle, un hennissement de cheval, quoi. Michael. Alors moi, je me suis dit, il faut que je me tire de cette affaire, parce que si jamais ça marche, je me retrouve dans la rue avec des gens qui me font... je ne vais pas m'en sortir. Donc j'ai simplement doublé la dernière lettre, parce qu'il y avait Tintin, quelque part c'est un anti-Tintin, donc Michael Cull, quoi.
Dès qu'on a un pépin, une galère, il y a toujours un Grolandais pour nous aider, quoi. Je veux dire, sur les films qu'on tourne avec Gustave, on n'aurait jamais pu, normalement, tourner dans un carrefour. Parce que notre film, le dernier, il est pas tendre avec les hypermarchés, quoi. Donc, normalement, enfin, tous les autres chaînes avaient refusé, et puis on est tombé sur des Grolandais à Carrefour qui ont fini par faire accepter le truc, quoi. Donc, il y a toujours des anges gardiens grolandais qui nous soutiennent. Mais c'est dans tous les milieux, quoi. Il y a pas, c'est pas dans politiquement, c'est pas marqué non plus. Enfin, je veux dire, il y a pas, on sait pas, quoi. On peut se retrouver avec des Grolandais, un ambassadeur grolandais comme un éboueur grolandais. On ne sait pas du tout un voyou comme un flic. Enfin, il y en a souvent. Enfin, il y a souvent des gens qui échappent à des amendes grâce à leur autocollant en Groland. Là, dans les anecdotes qu'on montre dans le Banzai en question, dans le documentaire qu'on verra samedi à 20h30, il y a un gars qui un jour descend dans sa rue et toutes les bagnoles détruites, mais les rétroviseurs pétés, pare-brise, machin, un dingue qui avait pété les plombs, ou je sais pas, ou une bande, ou je sais pas. Seule sa voiture était intacte, et avec marqué sur sa vitre « J'aime Groland », quoi. C'est quand même chouette, quoi. Je peux vous raconter une anecdote, mais ça nous arrive tous les jours, hein. Je vais pas. Mais celle-là, elle était quand même énorme. Celle-là. C'était parce que donc j'habite en Charente, mais je suis originaire de Picardie, et souvent je vais voir mes parents. Donc il y a un train, un TGV qui passe, mais il y en a qu'un dans la journée qui passe, qui va directement d'Angoulême, qui contourne Paris et qui arrive au TGV Haute-Picardie, qui est une gare plein milieu des betteraves. Enfin bon, bref. Donc mais je loupe ce train-là, donc j'en prends un autre, mais qui lui, malheureusement, il y avait un changement par Roissy, donc je devais attendre une demi-heure à Roissy. Et il se trouve que pendant le parcours, il y a eu un premier arrêt, je ne sais pas si c'était un accident, mais enfin, il y a eu un empêchement d'un quart d'heure, ensuite il y a eu un autre problème d'un quart d'heure, et puis je voyais l'heure qui tournait, et je me dis, bon, bah, je vais louper ma correspondance à Roissy, donc je vais être dans la galère, donc je demande au contrôleur, je lui dis, mais est-ce que... je vais certainement rater ma correspondance. Donc, à quelle heure est le prochain train qui fait Roissy, TGV Haute-Picardie? Il regarde, il me dit, ah ben c'est 3 heures plus tard. Je dis, ah non, putain, 3 heures, je vais enfin, j'avais un repas de famille, etc. Je dis, ah non, c'est vraiment la galère et tout. Il me dit, ne bougez pas. Alors, Yves s'en va, puis il revient. Mais puis après, on arrive à Roissy. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Je descends. Il me dit, non, restez assis. Et donc, il me dit, non, mais je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, ne bougez pas. Et puis, il a fait arrêter. Le TGV s'est arrêté en rase campagne, dans la gare vide, au milieu. J'avais dit à mon père, écoute, viens quand même, on ne sait jamais. Mon père, effaré, il y a un seul TGV qui s'arrête, et moi, le seul mec qui descend, et les contrôleurs, les gens du train qui se mettent, vous saluerez notre président, quoi. Alors moi, je dis le mec, je lui dis, mais écoutez, vous risquez votre boulot, parce qu'en plus, tout le monde faisait la gueule, parce qu'ils avaient déjà une demi-heure de retard, donc ça avait encore fait un retard supplémentaire, quoi. Vous allez vous faire virer. Il me dit, ne vous inquiétez pas, j'ai l'accord du syndicat et de la direction. Bah.